Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici pour assister au conseil municipal qui se tient à un horaire inhabituel. J'en ai bien conscience en raison du débat d'orientation budgétaire que nous aurons tout à l'heure. Vous le savez ou pas, mais nous avons des délais de 12 jours pour envoyer les convocations, que ce soit avant les débats d'orientation budgétaire et avant les budgets. Et malheureusement, pour que le budget qui doit être voté avant la fin du mois le soit dans les délais, nous étions obligés de nous tenir à cette date. Et ce soir, nous avons le conseil communautaire de GPSO qui se tient, et donc l'impossibilité de pouvoir le tenir, ce conseil municipal, après 18h. Sur cela, je vous propose simplement de procéder à l'appel. Je vais désigner Ida Gontier comme secrétaire de séance. Alors, est-ce qu'est présent Fabien Aufrechter? Présent. Ida Gontier, oui. Ben Slimane Yanis. Drou Sophie. Aufrechter Cyril. Pouvoir à Fabien Aufrechter. Présenté. Godard Carole. Présente. Eri Anthony. Benalla Nadia. Carrie Elias. Leblé Myriam. Montagne Claudie. Douplouy Martine. Présente. Billon Éric. Aouzi Michel. Massieu Corinne. Bézian Stéphane. Morer Carole. Michel Olivier. Simon Olivier. Laribi Amel. Slim Rania. Pouvoir donné à Ida Gontier. Représenté du coup. Da Silva Parota Maria. Cosson Ingrid. Bayard Toussaint-Coglu Michael. Beusbock William. Schlesinger Thibault. Néo-Durand Michel. Bolland Benjamin. François Tinville Blaise. Fontaine-Totoun Sonia. Fréjabu Julien. Pozo Di Borgo Viviane. Bacle Georges-Édouard. Merci beaucoup. Nous allons commencer par l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 3 avril 2026. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des sujets? Je vous propose de le considérer adopté. En avance de phase et en même temps pour attaquer la première délibération, nous avons un ordre du jour avec 4 délibérations et conformément au règlement intérieur que justement je m'apprête à vous proposer de mettre aux voix, je vais simplement procéder comme il est indiqué dans le règlement intérieur et demander qui souhaitera prendre la parole sur chacune des 4 délibérations. Qui souhaitera prendre la parole sur la délibération numéro 1? Sur la numéro 2, Monsieur Bacle. Sur la numéro 3. Sur la numéro 4. Je vous remercie. Je vous propose de commencer par la délibération numéro 1. Vous le savez, en début de chaque mandature, il n'y a pas une obligation, mais c'est quand même une bonne pratique, de voter le règlement intérieur du conseil municipal. Il n'a quasiment pas été retouché par rapport au dernier mandat, avec seulement quelques adaptations. Ce que je vous propose, c'est simplement de laisser la parole et de pouvoir rebondir le cas échéant. Madame Tautou, je vous en prie. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de ne pas être trop longue sur ce sujet qui peut paraître un petit peu abstrait, mais rappelons quand même que le règlement intérieur, c'est le cadre de travail des élus. Et donc, c'est la liberté de pouvoir poser des questions et le droit d'avoir des réponses. En particulier pour les élus qui ne font pas partie de la majorité et pour les citoyens qui, naturellement, sont moins proches des dossiers. Nous voyons avec l'actualité du moment que c'est un sujet important. Alors, nous avons pris connaissance des modifications. Nous en avons vu quand même pas mal qui nous ont un petit peu interpellés. Et on a le sentiment qu'il y a plutôt une intention de rajouter de la contrainte sur le conseil municipal, voire de réduire les possibilités de questionnement ou de communication. Je remarque qu'on adopte déjà le règlement intérieur, puisque la manière dont nous venons d'opérer à l'instant, à savoir de lever la main pour qui va prendre la parole, est une nouvelle règle. Alors, j'avoue que nous ne comprenons pas pour ce qui motive ces choix, puisque le fonctionnement devrait être au contraire plus simple que le vote précédent mandat, monsieur le maire, puisque vous n'avez plus que 2 groupes d'opposition. Nous avons 7 remarques sur les 42 articles. Je vais les passer une par une, et j'ajoute qu'on en a vraiment 4 prioritaires.
Première remarque sur l'article 2 concernant les convocations, elle n'est pas nouvelle. Le délai de préparation du conseil municipal reste très court puisque la convocation et l'ordre du jour sont communiqués 5 jours avant. Nous demandons la possibilité de porter ce délai de convocation de 5 à 8 jours. C'est une demande qui a déjà été formulée par l'opposition sur votre premier mandat. Deuxième demande, article numéro 3 concernant l'ordre du jour. L'ordre du jour, donc je viens de le dire, est envoyé 5 jours avant, 8 si vous acceptez d'élargir ce délai. Vous avez rajouté dans cet article la possibilité pour le maire, à l'ouverture de la séance, de retirer de l'ordre du jour un point initialement prévu ou d'en ajouter un. Nous demandons à ce qu'il soit précisé que les points qui seraient ajoutés ne peuvent concerner que des questions diverses et en aucun cas entraîner une délibération. Pour rappel, même en cas d'urgence, le délai d'envoi de la note explicative sur les affaires soumises à délibération ne peut être inférieur à 1 jour, encore une fois, même en cas d'urgence. Troisième demande concernant l'article 4, l'accès au dossier. Les délais de réponse sont habituellement de 2 jours avant la date de consultation souhaitée. Vous avez ajouté cette phrase « L'administration peut cependant répondre par un délai plus long qui ne peut être supérieur à 10 jours francs si les circonstances l'exigent ». Nous demandons à ce que les circonstances en question soient précisées. Sinon, cela reviendrait à autoriser de ne jamais fournir aucune information ou aucune réponse avant la séance. Quatrième point concernant l'article 23 sur le débat, justement. Actuellement, chaque élu peut normalement demander la parole durant le débat. Vous avez ajouté donc dans ce règlement la phrase « Avant de passer au vote, il, le maire, donnera la parole au conseiller, s'étant fait connaître en début de séance pour intervenir sur la question concernée ». Nous demandons à conserver le fonctionnement actuel, donc pas celui d'aujourd'hui, ce nouveau cadre nous paraissant plutôt contraignant pour garantir le débat. Cinquième point concernant l'article 31, ce n'est pas vraiment une demande, c'est plutôt une coquille à corriger. Il est mentionné conseil municipal et je pense qu'il fait référence à un conseiller municipal. Sixième point concernant l'article 33 et le droit d'expression des groupes d'élus n'appartenant pas à la majorité. Nous parlons de là de la tribune libre dans le journal des groupes d'opposition qui est actuellement de 2000 caractères. Vous souhaitez le diminuer et le mettre à 1000 signes, et donc le diviser par 2. Si on n'est pas aussi précis entre signes et caractères, je ne me lancerai pas dans le débat. Nous demandons à maintenir la taille à 2000 caractères, d'autant que le nombre de groupes d'opposition est réduit, je le redis, nous passons de 4 à 2, ce qui au contraire devrait donner de la place. La tribune est l'un des seuls espaces de communication d'expression libre pour les groupes d'opposition. Et pour rappel, ce format avait déjà été nettement réduit durant votre première mandature, puisque votre prédécesseur autorisait 2800 caractères à l'époque. Enfin, dernier point concernant l'article 40, engagement pour une démocratie locale ouverte. Dans une volonté de transparence et de dialogue avec les citoyens, je cite dans le projet de règlement intérieur, le conseil municipal et ses élus développe une culture du dialogue en valorisant l'expression de la diversité des points de vue. Nous aimerions formuler par écrit l'engagement que le public, une fois la séance close, pourra interroger tout élu du conseil municipal comme vous avez pu le faire au début de votre précédent mandat. Donc nos demandes concernant l'ordre du jour, les délais de réponse, les possibilités de prise de parole plus libres et c'est-à-dire les articles 3, 4, 23 et 33 nous semblent essentiels dégradés. Fatigant ce petit micro. Pour ne pas dégrader nos droits et ceux des citoyens en termes de participation au débat et de droit à l'information. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bacle. Vous voulez répondre à Mme Totou d'abord ou vous répondrez à tout le monde? Ou il n'y a pas de réponse? J'espère qu'il y aura des réponses. C'est la démocratie. Je pense que Mme Totou, Fontaine Totou a quasiment tout dit. Une petite coquille, il n'y a pas d'article 34. Il y a un article 33, on passe à l'article 35. Bon, on est habitué aux coquilles. Moi, je vais faire un petit rappel historique pour le public venu nombreux et pour tous ceux qui n'ont pas connu la première mandature de M. Hofrechter, j'entends. En octobre 2024, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait 2800 caractères du temps de M. Totou. Le règlement intérieur a été reconduit quasiment à l'état en 2020. Et ensuite, en 2024, donc quand même 4 ans après, il y avait une délibération qui portait sur les modifications du règlement intérieur. Et donc, à la demande de M. le maire, dont j'étais déjà passé dans l'opposition, comme vous le savez, le nombre de caractères des tribunes libres était passé de 2800 à 2000 caractères.
motivé, c'est ce qui nous avait été dit, motivé par un manque de place sur les 2 pages du journal municipal. Voilà. Donc c'était texto, hein, je cite les termes qui avaient été cités par vous, monsieur le maire. Changer la taille des tribunes, non pas qu'on le voulait, mais parce que dans le règlement intérieur, on nous a fait remarquer qu'il y avait un nombre de pages et une police qui ne tenait pas sur le nombre de pages. Voilà. Donc, en gros, on est passé de 2008 à 2000 parce qu'il commençait à y avoir un peu trop de personnes. Donc, de 2008 à 2000, pour l'effort en maths, c'est moins 28%. Maintenant, la récidive, c'est on passe de 2000 à 1000. On passe de 2008 en 6 ans à 1000. Alors là, pour l'effort en maths, on réduit de 2 tiers. On réduit de 2 tiers. Moi, je vois pas vraiment quel est l'intérêt. Maintenant, comme j'essaie de pas mourir idiot et de me nourrir de l'histoire, hein, de l'histoire récente de cette belle commune, ben là, c'est une histoire très récente. C'est le discours d'installation lors du conseil municipal d'installation du 28 mars. Donc c'est vraiment récent. Donc ce discours, je l'ai réécouté et puis j'ai pris des verbatims de vous, monsieur le maire. Et vous disiez texto, j'invite les principaux intéressés de l'opposition, de la majorité et du public, d'accord, à aller écouter. Vous disiez texto, vous étiez là, debout, avec votre écharpe. Être maire, c'est aimer sa ville, aimer ses habitants, aimer ceux qui doutent, ceux qui contestent, ceux qui ne vous choisissent pas. Bah, monsieur le maire, je vais vous le dire franchement, passer de 2008 caractères à 1000 caractères en 6 ans, réduire notre principal ou l'un de nos principaux moyens de communication, je suis désolé de vous le dire, mais moi je me sens pas trop aimé, ni en tant qu'habitant, ni en tant que contestataire, ni en tant qu'une personne qui ne nous avait pas choisi. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Cela dit, je sais que la quantité sera compensée par la qualité, je n'en doute pas. Pour ce qui est des remarques qui ont été faites, plusieurs choses. Déjà, évidemment, pour les doubles coquilles, nous ferons évidemment les modifications. Ensuite, pour ce qui est de l'attribution des demandes de parole, l'idée était de se caler sur ce qui se fait sur les communes autour. Pour le coup, on continuera à être relativement souple, comme on l'a toujours été de toute manière dans les attributions. Et enfin, pour ce qui est des timings d'attribution des documents, la réalité, c'est qu'on fera toujours au mieux. La réalité, vous l'avez vu, notamment pour ce conseil et encore plus pour le prochain, malheureusement, les délais sont déjà extrêmement contraints par le CGCT et par ces évolutions. Et dans ce contexte-là, sans aller jusqu'à retoucher le règlement intérieur, nous ferons toujours au mieux. Sur cela, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de passer à la délibération suivante. La délibération suivante est relative au débat d'orientation budgétaire 2026 du budget principal de la ville et du budget annexe Béjar. Il s'agit, comme il se doit, d'un débat qui sera suivi d'une séquence sans vote, puisque le vote aura lieu au prochain conseil municipal lors de l'adoption du budget. L'article du CGCT prévoit que dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, le maire présente au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires et que ce rapport donne lieu à un débat. L'article de la loi NOTRe numéro 107 précise que ce rapport est très cadré. Il a déjà été d'ailleurs présenté une première fois en commission finances. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Ingrid, qui va pouvoir nous faire une première présentation sur laquelle nous pourrons ensuite débattre. Donc bonjour à tous. Donc je vous fais une présentation synthétique du rapport d'orientation budgétaire 2026 qui vous a été transmis dans son entièreté il y a quelques jours. Donc ce rapport d'orientation budgétaire a un caractère obligatoire depuis la loi NOTRe du 7 août 2015. Il est présenté obligatoirement aux membres du Conseil dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. Sa communication est également obligatoire 5 jours avant le Conseil municipal. Donc son contenu est précisé par un décret du 24 juin 2016. Il doit obligatoirement contenir les orientations budgétaires, l'évolution provisionnelle des recettes, des dépenses,
tant en section de fonctionnement qu'en investissement. Des détails sur la fiscalité, les tarifs, la présentation des engagements pluriannuels de la commune, que ce soit en recettes ou en dépenses, la structure et la gestion de l'encours de la dette. Et comme nous sommes une commune de plus de 10 000 habitants, il y a des obligations complémentaires concernant les RH, c'est-à-dire la masse salariale et les effectifs en particulier. Donc le contexte économique général, comme vous le savez, est plutôt difficile et a des impacts sur les dépenses et les recettes des communes et donc un impact sur les budgets. La croissance française est limitée, l'inflation est relativement basse, à 1,3, ce qui a un impact sur les recettes de la commune puisque les bases fiscales évoluent en fonction de l'inflation. La dette publique au niveau national reste très élevée et en plus en difficulté en raison des taux d'intérêt qui restent très, très élevés. Donc les collectivités territoriales ont en matière d'épargne brute depuis plusieurs années des difficultés. Et elles sont pour le moins fortement sollicitées par l'État, notamment par la nouvelle disposition du DILICO qui abonde en ponctionnant sur nos finances. Donc l'épargne brute, son évolution ces dernières années, en 2020, l'épargne brute de la commune de Verneuil était de 3 527 KE. On voit qu'elle diminue petit à petit avec un rebond en 2024 et une prévision au BP 2026 à 0. En recettes de fonctionnement, on subit depuis plusieurs années une baisse de la dotation globale de fonctionnement, encore 4% cette année, après un écrêtement assez important déjà l'année dernière. Les taux de fiscalité de la commune restent stables et les tarifs évoluent en fonction de l'inflation. Les dépenses de fonctionnement sont contenues. Les dépenses de personnel avec une augmentation de 4,2% qui s'explique par des nouvelles charges et puis le vieillissement des agents et voilà, plusieurs données. Au niveau des dépenses de gestion courante, elles sont également limitées à un petit peu moins de 4%. Au niveau des effectifs de la commune, donc en 2022, donc ça c'est les postes ouverts. En 2022, 202 ETP avec un effectif d'agents permanents à 221. Et en 2025, nous étions à 237 agents, donc une augmentation compte tenu du nombre des effectifs. Au niveau des recettes d'investissement, donc classiquement le FCTVA, le fonds de compensation pour la TVA, l'affectation du résultat de fonctionnement, 1374 KE, les subventions d'investissement notifiées, on ne compte pas celles qui n'ont pas encore été, 118 KE, et un emprunt d'équilibre pour 2000 K. Dans les dépenses prévues en investissement, les plus importantes, donc le renouvellement du terrain synthétique de foot, la continuité de la mise en accessibilité, l'acquisition du bâtiment de la caisse d'épargne et des études pour les travaux de la maison Hermenot. On continue bien évidemment en section d'investissement à dépenser pour le gros entretien du patrimoine bâti et l'opération des briques rouges. Donc, au niveau de l'endettement, pour faire un focus au 1er janvier 2026, l'endettement s'élève à 5 011 €. Nous avons souscrit 9 emprunts auprès de 5 banques, dont les 3/4 sont à taux fixe. Le taux moyen en 2025 est plutôt bas puisqu'il se monte à 1,89%.
La capacité de désendettement de la ville de Verneuil est très confortable puisque nous sommes inférieurs à 5 ans au 31/12/2025 et que le seuil d'alerte est à 12. Donc sur ces courbes, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, on voit bien que on bénéficie de taux d'intérêt plutôt bas puisque on a des forts amortissements et très peu d'intérêt et pas de frais afférents aux emprunts. Et que la dette sur le graphique de gauche doit s'éteindre aux alentours de 2043. Donc le débat d'orientation budgétaire peut avoir lieu. Si vous avez des questions, vous avez la parole. Monsieur Dainville. Alors, est-ce que voilà, on m'entend? Ok. Alors. Donc le rapport d'orientation budgétaire, c'est vraiment une étape essentielle, on l'appelle le ROB. Ça a souvent été le lieu de débats pas forcément très faciles, pas forcément très heureux ici. Bon, c'est un document préparatoire du budget et on doit fixer les grandes orientations de la stratégie financière de la collectivité. On n'est pas là juste pour commenter le passé, on est aussi là pour essayer de voir comment ça va se passer dans le futur. Ce que vous nous présentez aujourd'hui est très synthétique, mais ça confirme un point très important, c'est que les alertes que nous avons formulées lors du mandat précédent et durant la campagne étaient fondées. Lors de la commission, vous avez dit que la situation était à prendre au sérieux. De notre côté, nous estimons qu'elle est critique. Pourquoi ? Parce que l'épargne brute est à zéro. L'épargne brute, c'est le solde entre ce que la commune reçoit, encaisse et ce qu'elle dépense en termes de fonctionnement. En gros, c'est ce qui reste après qu'on ait dépensé toutes les charges fixes. Et donc, c'est le montant qu'on peut allouer à l'investissement d'avenir. Donc, sans épargne brute, on peut pas on peut pas financer l'avenir, on peut pas faire de projets, on peut pas faire de grands travaux. Alors, vous allez nous dire probablement que vous allez pouvoir emprunter, etc. Mais en fait, c'est quand même très 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 limité. Au fond, c'est donc le thermomètre de la bonne santé financière de la commune. Et juste pour rappel, en 2020, l'épargne brute de notre commune s'est élevée à 3,5 millions. Donc ça veut dire qu'en 5 ans, elle est tombée à zéro. Donc un tel résultat, on peut pas dire on n'y peut rien, on peut pas dire c'est la fatalité, on peut pas dire c'est la faute de l'État, on peut pas dire que c'est l'inflation, ni le contexte national seul, c'est le résultat de choix précis, mesurables et documentés. Alors comment en est-on arrivé là ? Eh bien d'abord, c'est les charges de personnel. Et donc j'ai volontairement décidé de rester uniquement sur les chiffres du compte administratif. Entre 2020 et 2024, elles augmentent de près de 36,6% à Verneuil. Alors que dans les communes comparables de notre strate, la hausse n'est que de 13,2%. J'ai pris les chiffres de impôts.gouv. Verneuil a donc dépensé en masse salariale 2,1 fois plus vite que les autres communes équivalentes. Et pour autant, est-ce que les services ont progressé dans les mêmes proportions ? Je vous pose la question à tous. Plus largement, l'ensemble de nos charges de fonctionnement ont augmenté de 41% en 5 ans, contre 16% pour les communes de la même strate. Et ce n'est pas un écart qui s'explique par nos spécificités locales, il s'explique par une politique de dépenses qui paraît peu prudente quand on connaît la tendance à la baisse des subventions de l'État. Depuis plusieurs années, la situation de l'État s'est dégradée, on l'a dit maintes fois ici. Alors, en dernier lieu, je pense que nos réserves d'investissement s'évaporent. C'est le fameux compte 001. C'est les héritages des années antérieures, les résultats qui ont été reportés et qui sont passés de 4,5 millions, que ce que vous avez eu à votre arrivée, à presque rien, c'est-à-dire une érosion d'à peu près 90%. Voilà, c'est pas de la gestion, c'est de la consommation de patrimoine, tout simplement. Alors mes questions, en guise du débat, elles sont ici, elles sont simples et puis elles appellent des réponses concrètes. Quelle est la stratégie pour maîtriser et réduire les dépenses ? Quels leviers concrets seront activés ? Parce que ce que vous avez présenté là, c'est quand même très, très succinct. Vous dites on va essayer de réduire un peu, etc. Là, on a besoin de choses concrètes. Combien ? Quel montant ?
Surtout, est-ce que vous pourrez garantir qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts sur ce second mandat? Ça, c'est une question centrale. Est-ce qu'à ce stade, vous pouvez le garantir sur tout le mandat? Et si cet engagement est tenu, alors comment comptez-vous, je dirais, soit augmenter les recettes, soit baisser les dépenses, et financer donc tous les investissements que vous avez à votre programme? Donc, au regard des éléments qui sont apparus après les élections, il est indispensable d'aborder à présent ces questions avec clarté et transparence. La situation n'est pas irréversible, mais elle exige de la vérité, de la rigueur et des décisions courageuses, et nous attendons d'entendre lesquelles. Merci. Monsieur Bacle. Bon, Blaise a quasiment tout dit. Moi, je serai, pour reprendre votre terminologie, monsieur le maire, puisque vous l'avez dit un certain nombre de fois lors de la réunion à Cosma, moi je vais être un peu plus cash. La situation est catastrophique. Voilà. C'est pas comme si on n'avait pas tiré la sonnette d'alarme quasiment à chaque débat d'orientation budgétaire pendant la précédente mandature. Je crois même quand j'étais dans la majorité, la première année, j'avais déjà agité la sonnette. Donc non, la situation elle est assez catastrophique. Et c'est vrai que au vu, comme le dit Blaise, au vu de tout ce que vous voulez faire, on sait pas comment ça va être financé. Moi j'ai une petite idée, hein. Maintenant on peut avoir de bonnes idées, puisque dans à peu près 12 jours ou 15 jours se tiendra le vote du budget. Première remarque de fond, je trouve que ce ROB, ce rapport d'orientation budgétaire qui est censé servir de support au débat que nous avons, enfin y aura-t-il débat, je l'ai trouvé un peu creux en contenu par rapport à ceux qu'on a vus les dernières années. Mes camarades en face ont l'air d'acquiescer, mais c'est sûr que les dernières années, on avait des choses qui étaient un peu plus fournies. Alors, je m'adresse éventuellement à ceux de la majorité qui étaient dans la précédente mandature, mais vous comparez les documents, donc il est un peu light, je trouve. Donc forcément, comme il est light, ça ouvre que peu de voix au débat. Mais moi, je vais faire un retour arrière. Donc c'est un retour arrière naturellement Verneuil sur l'enquête terrain. C'est la fameuse enquête terrain de la mi-mandat de 2024. Donc je lis, hein, c'est devant moi, et ça rejoint un peu la question de Blaise. Donc il y avait marqué, c'était un post hein, sur votre page Facebook, monsieur le maire. Enfin, pardon, excusez-moi, je reformule, sur la page Facebook de la liste naturellement Verneuil. Pour les habitants de la ville de Verneuil 78, les 3 priorités jusqu'en 2026, notez bien le public, jusqu'en 2026, ne pas augmenter les impôts, améliorer la sécurité de la commune, bon, tout le monde veut la sécurité, il n'y a pas de problème, veiller au cadre de vie, écologie, lutte contre les constructions, etc. Mais, vous savez, le diable est dans les détails, dans la communication. L'enquête terrain disait, pour les habitants de la ville de Verneuil, les 3 priorités, jusqu'en 2026, ne pas augmenter les impôts. Alors je ne sais pas qui a été interrogé, moi pas en tout cas, personne n'est venu frapper à ma porte, heureusement d'ailleurs. Mais je pense que la priorité c'est de ne pas augmenter les impôts jusqu'en 2126 éventuellement. Pourquoi jusqu'en 2026 uniquement? Donc ma question elle est claire, si on veut équilibrer les budgets et pouvoir financer un programme qui est quand même assez conséquent, je pense qu'on va en parler lors du point 4 notamment, parce qu'il y a Dolto qu'il faut financer, vous avez parlé d'1 million d'euros. Forcément, par ce jeu de vase communicant entre le patrimoine communal, il va falloir aussi financer l'accueil loisir actuel, voilà, qui serait vieillissant, donc il y a de l'argent aussi. Enfin, il y a quand même un paquet de pognon à sortir. Hein. Je suis désolé, je parle de manière un peu crue, mais c'est voilà. Donc la question, oui, c'est un peu ça, c'est quid de la hausse des impôts, sachant que d'un point de vue technique, d'ailleurs, moi je vous rends hommage, monsieur le maire, puisque vous aviez dit pourquoi les impôts augmentent alors que le taux communal n'augmente pas. C'est simple, hein. Le taux communal il reste à 34,52 ou 34, je sais plus. Lorsque la base de valorisation locative elle augmente, automatiquement ça augmente. Donc il faut quand même savoir, alors c'est même pas l'effort en maths, hein, mais c'est plutôt Madame Franck qui est derrière le maire. Les impôts réellement ont augmenté de quasiment 31% sur la mandature. Les impôts directement putal. Le taux n'a pas augmenté, mais les impôts, eux, ont augmenté. Voilà. Donc voilà, ma question rejoint celle de Monsieur Dainville.
comme je trouve qu'il est un peu creux, voilà, est-ce que vous nous préparez pas une surprise un peu compliquée et une pilule un peu lourde à avaler dans 15 jours, sachant que ça, je vous en ferai grâce, dans un mandat, qu'il soit communal ou national ou peu importe, les sales décisions, il vaut mieux les prendre en début de mandat, en se disant dans 6 ans on aura oublié, quoi. Voilà, merci. Ce sont des questions qui amènent des réponses, j'espère, parce que tout à l'heure, on n'a pas eu de réponse sur pourquoi on est passé de 2000 à 1000 caractères. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre les sujets dans l'ordre. Tout d'abord, j'ai pas bien compris la remarque sur le fait qu'on est à zéro d'épargne brute. Zéro d'épargne brute, certes, mais sauf que vous avez oublié, Monsieur Dainville, je crois, le report qui est également dans le document. Alors évidemment, le report n'est pas ce qu'il y a de plus visible dans les différents diagrammes, mais on est quand même à 1187 cas de report. Autrement dit, on a quand même aujourd'hui une épargne brute qui existe. Pour ce qui est des charges de personnel que vous avez évoquées, je ne vais pas revenir dessus, mais je voudrais juste pointer 2 choses. La première chose, c'est que quand on fait le comparatif, 3,5 millions en 2020, certes, mais avec quoi comme charge entre guillemets obligatoire? Quelle était la bonne solution? Ne pas prendre soin de notre patrimoine, laisser tomber nos bâtiments, qui en effet, Monsieur Bach, vous avez raison, ont encore besoin de travaux. Est-ce que c'est aussi abandonner certains services ou est-ce qu'au contraire, c'est en créer des nouveaux? C'est le choix que nous avons fait au mandat précédent, création de nouveaux services, que ce soit en direct ou avec des associations, que ce soit la création à l'état civil pour pouvoir faire ses papiers d'identité, passeport, que ce soit des nouveaux services avec notamment la création de la maison de la parentalité, la maison médicale ou l'épicerie solidaire avec le local afférent. Alors bien entendu, ça demande des investissements, ça demande de l'argent, mais d'une certaine manière, c'est le rôle d'une mairie de faire des investissements pour préparer le futur, pour reprendre vos propres mots. Aujourd'hui, bien entendu que nous travaillons sur différentes stratégies pour réduire les dépenses et entretenir l'avenir de notre ville. Pour autant, Monsieur Bach, je tiens à vous rassurer, il n'y a pas de mauvaise surprise en 15 jours, 3 semaines. En effet, c'était écrit dans les documents, nous n'augmenterons pas les impôts encore cette année, et je tiens juste à vous le rappeler que ça l'a fait exactement, je crois, quelque chose comme 6, 7 fois, vous m'arrêterez, que chaque fois vous nous annoncez l'apocalypse et que celle-ci n'arrive pas. Je tiens aussi à rappeler qu'il n'y a pas d'apocalypse lorsqu'on parle de fiscalité. La fiscalité, c'est ce qui permet d'entretenir notre patrimoine, c'est ce qui permet de faire vivre notre ville. Et quand je le disais, puisque vous me citiez tout à l'heure, moi, il n'y a pas de tabou. Ce qui compte, c'est que notre ville aille bien, et aujourd'hui, financièrement, elle va bien. Et en cela, je me réjouis plutôt de pouvoir porter les projets et de garantir en effet que sur cette année, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire. Alors vous allez me dire, mais sur le mandat, M. Dainville m'a posé la question. Alors c'est vrai que sur le mandat, j'ai beaucoup de mal à savoir les impacts déjà macroéconomiques. On ne va pas s'en cacher. Avec un président américain qui est un petit peu instable en ce moment et qui envahit un pays par mois à peu près. Je ne suis pas capable de vous dire lequel sera le prochain ni quels seront les impacts. Par contre, je constate, comme vous tous, que les impacts sont déjà très importants, y compris à l'échelle locale, lorsqu'on voit ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Oui, ça a un impact sur l'énergie. Oui, ça a un impact sur notre fonctionnement. Et puis, l'année prochaine, il y a d'autres échéances. Et ça aussi, ça a des impacts. Les élections présidentielles et législatives ne sont pas complètement décorrélées de l'impact que nous pouvons avoir sur les finances locales. Et il me semble important de le rappeler, parce que je ne peux pas faire de promesses sur 7 ans. Je peux faire des promesses pour maintenant. Et en cela, je voudrais simplement terminer en vous rappelant une chose. Cela vous aura peut-être échappé et en tout cas aura le mérite de répondre à votre question. Pourquoi le document de ce débat d'orientation budgétaire est un peu plus light que les années précédentes? C'est parce que nous sommes sur une année de transition. Et une année de transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une année d'élection dans laquelle, comme à chaque fois, les services sont clairement dans la seringue. Pourquoi? Parce que je le disais en introduction de ce conseil municipal, nous devons voter un budget avant la fin du mois d'avril. Alors bien entendu, en tant que maire sortant, comme mon prédécesseur, j'aurais pu décider de voter le budget avant les élections. Ça aurait été très confortable, ça aurait été aussi très populiste, puisque vous le voyez, j'aurais pu annoncer qu'on n'augmentait pas la fiscalité et que tout avançait. Mais
je souhaitais, non pas spécifiquement à moi, mais en soi, pouvoir laisser le nouveau maire avoir la main de ce budget pour pouvoir justement porter un certain nombre de projets. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est tout l'enjeu du vote du budget qui sera présenté avant la fin du mois. Et j'en profite pour vous glisser qu'afférent à ce débat d'orientation budgétaire qui concerne certes la ville, mais vous ne l'avez pas évoqué, également l'espace Maurice Béjart, qui pour le coup reste très stable. Nous aurons de la même manière et vraiment comme il se doit, le même débat qui aura lieu sur le centre communal d'action sociale, à la fois en débat d'orientation budgétaire, puis pour le vote du budget, avec des subventions qui, de la même manière, restent stables. Je crois avoir fait à peu près le tour des différentes questions. Je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques sur lesquelles vous vouliez rebondir, M. Dainville. Oui, merci. Oui, pour apporter quelques éléments de réponse à ce que vous venez de dire, c'est une année de transition, comme vous dites, mais c'est vrai que vous êtes le maire sortant, donc vous aviez tous les chiffres en main, hein, donc vous les aviez et nous, on les avait pas. Et pour faire un programme électoral, on a besoin d'avoir les chiffres. Donc finalement, voter le budget avant, parce que le budget il peut être modifié après, voter le budget avant, ça aurait été tout simplement très transparent. Voilà. Donc après, vous dites que il y a l'international, il y a Trump, il y a l'Ukraine, etc. Mais quand on compare avec les communes de la même strate, ils ont une épargne brute positive, et pourtant, eux aussi, ils ont Trump, ils ont la guerre en Ukraine, ils ont l'Iran, etc. Alors comment, eux, font-ils, hein? Donc c'est bien une question quand même de dépenses intrinsèques à la commune, et de vos choix d'augmenter largement la masse salariale, ça c'est le numéro 1, et les charges aussi globales, comme je l'ai dit. Après, on parle de charges de fonctionnement. Hein. Vous répondez sur la partie, on a créé des nouvelles infrastructures, etc. Ça, c'est de l'investissement. Hein. L'investissement, il a été rendu possible parce que justement, vous avez hérité d'un bas de laine qui vous a permis de financer tout ça. Donc, la réalité, elle est là, c'est que en termes de charges de fonctionnement, on n'a plus de marge parce que vous dites qu'il y a le report. Hein. Mais quand il n'y aura plus le report, on fera comment? Parce que c'est ça la question qu'il y a par derrière. C'est que le report, il est là. Et voilà. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que c'est vrai que il y a quand même des incertitudes qui pèsent sur l'avenir, notamment avec les présidentielles, etc. Mais à ce stade, on n'a plus de marge. On n'a plus de marge. Moi, c'est ça que je vois. Alors deux choses. D'abord, le bas de laine, il n'a jamais existé. S'il avait existé, je m'en serais réjoui, mais il y avait certes de l'argent liquide dans les caisses, mais par contre avec des obligations liées de pouvoir refaire un certain nombre d'investissements majeurs. Je vous rappelle que rien que sur l'ADAP, autrement dit l'accessibilité, 300 000 € par an depuis quasiment 2020, un peu après le Covid pour être très précis, ça fait quand même vachement moins déjà. Si on reprend également les obligations liées aux toitures ou à la fermeture de ponces parce qu'il y avait des gros travaux à faire, excusez-moi de vous dire que ce bas de laine, comme vous l'appelez, eh bien il était farouchement percé. Et enfin, je voudrais juste rappeler une chose simple. C'est facile de dire qu'on ne veut rien faire. Et si c'est votre politique, si c'est celle que vous avez souhaité incarner, je ne crois pas. Moi non plus. Ce que je dis, c'est que ne rien faire, évidemment, ça ne coûte rien. Mais ça n'a jamais été l'objectif. Au contraire, nous souhaitons apporter plus de services, plus d'accompagnement, et c'est des choses que nous portons depuis 2020. Alors vous me dites, bah oui, mais c'est toutes les villes qui ont les mêmes impacts. Certes, toutes les villes ont connu les sujets macro. Cela dit, elles ne les ont pas subis toutes de la même manière. Et comparons ce qui est comparable. Pour ce qui est de l'épargne brute, comparez les villes de même strate, vous verrez qu'on n'est pas non plus les mauvais élèves, très loin de là. Mais en plus, quand on cumule avec en ce moment notre exposition à l'actualité internationale, on n'a pas à rougir. Aujourd'hui, très sincèrement, notre épargne brute en 2025, elle est plutôt bonne encore. Je ne dis pas qu'elle le sera sur les 7 prochaines années, je ne suis pas Madame Irma, mais une chose est sûre, c'est que pour l'instant, autant nous allons continuer d'agir pour maîtriser nos finances, autant il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et je terminerai sur une toute dernière chose. Vous dites, oh là là, il y a un débordement financier, pour reprendre vos mots, lié aux charges de personnel. Et j'aimerais juste savoir, du coup, ce qu'est votre proposition. Vous voulez, c'est important, je pense, pour les Vernoliens. Est-ce que cela veut dire que vous souhaitez, je ne sais pas, qu'on fasse un plan sur toutes les personnes qui ont été embauchées, en sachant que c'est pas comme si c'était des directions, comme on vous l'entend dire à longueur de tract depuis la campagne, mais plus exactement plutôt du personnel de crèche, de cantine ou voilà opérationnel. Je serais curieux simplement d'avoir votre vision là-dessus pour savoir ce que vous appelez être une inflation du personnel.
ils le prendront bien. Alors, je vais vous répondre très clairement. Le personnel, en fait, c'est une dépense qui est extrêmement rigide. Okay. Donc, la réalité dans le personnel, c'est qu'il faut faire en sorte que on n'embauche pas trop au fil du temps, parce qu'après, pour redescendre, c'est structurel et c'est vraiment très très difficile à descendre, parce qu'effectivement tout le monde est là, il y a Sur ça, on est d'accord. le droit du travail, etc. Donc dans la réalité, c'est vraiment une gestion précautionneuse qu'il faut mettre en avant, parce que après, c'est moins simple. Voilà. Mais Donc, regardez les documents. C'est pour ça que je vous réponds, pour vous dire que c'est quelque chose qu'on dit depuis le début. Parce que clairement, on a aujourd'hui la conséquence des choix que vous avez faits dans le mandat précédent. Oui, mais cela fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle embauche, par exemple. Mais a priori, il y en a eu 8 en début d'année. C'est ce que vous nous avez dit à la commission. Donc, il y a encore C'était strictement des remplacements, c'est ce qui Oui, était dit en alors dans commission. ces cas-là, pourquoi c'est pas indiqué? Parce que vous dites 237, on repart à 247, ça c'était dans la commission, ça veut dire qu'il y a bien eu encore 8 embauches. Ou alors il faut mettre les chiffres directement. Non, tels 8 qu'ils sont. remplacements. C'est des embauches pour Dans ces remplacer cas-là, les si c'est personnes. des remplacements, ça doit être directement dans le... Pourquoi vous avez mis 237? Bon, on va encore passer 4 heures. Non, mais En c'est la tout cas, différence je m'arrête entre... là, moi, en tout cas, c'est pour la vous dire qu'il y a bien différence 8 entre- embauches. Non, mais c'est la différence entre poste ouvert et embauche, mais ça n'a rien à voir. Moi, j'aimerais bien que tous les postes ouverts soient complets, d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Je me permets Bien juste, sûr. en fait, quand une situation budgétaire devient un peu compliquée, dans n'importe quel monde, même dans le monde de l'entreprise, quand on a des renouvellements, on peut se poser la question, et j'ai pas le détail, hein, mais de se dire, est-ce que je gèle une partie ou pas? Donc la question, c'est est-ce que vous avez eu ces réflexions? Bien sûr, il est évident qu'il n'est pas question du tout de faire des plans, mais ça fait 6 ans, en fait, qu'il y a des alertes sur les frais de personnel. Aujourd'hui, on voit quand même la limite de l'exercice par rapport à une ambition importante. Notre alerte, c'est de dire... la question plutôt, et on en parlera sans doute au moment du budget, mais c'est quoi les leviers? C'est quoi les leviers pour réduire les dépenses concrètement? Et il faut des choses significatives, il faut des vrais partis pris en fait. Je serais curieux d'avoir vos partis pris dans ce cas-là. L'exercice budgétaire, c'est à vous de nous présenter votre budget et après... Je sais pas, vous voulez fermer des services, mais non, c'est pas l'objectif. Pour notre part... non mais il ça me peut pas semble- être un puissant fond non plus. Ah, donc vous voulez fermer des services? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Oui. Bon, je vais compléter ce qui a été dit. En gros, je ne peux pas ne pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit, puisque c'est ce qu'on rabâche depuis 6 ans. En fait, il faut juste comprendre un truc. À un moment donné, on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est vrai dans notre vie privée. C'est vrai au niveau de l'État. Alors l'État, il a une chance que les collectivités n'ont pas, c'est que l'État peut présenter un budget déficitaire. Voilà. Alors ça c'est une... voilà. L'État peut présenter un budget déficitaire, d'ailleurs c'est ce qu'il fait depuis quasiment 1974, pardon. Les collectivités, non. Maintenant, la réalité, c'est qu'on vit au-dessus de nos moyens. Donc, moi, je comprends la position du maire Fabien Refrechter qui dit effectivement, bah oui, mais il y a des demandes, il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais comme le dit Madame Tautou, c'est pas un puissant fond. À un moment donné, je l'avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, Monsieur le maire, l'année dernière lors de ce même exercice, quelquefois, alors bon, forcément j'ai un peu de déformation puisque je viens du privé. Et quelquefois, quand on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens, on met des projets au frigo. Et on les ressort quand on aura les moyens de se permettre de financer ces nouveaux projets. C'est pareil dans la vie de tout le monde. C'est pareil dans la vie des particuliers. Voilà. J'ai pris un exemple récent. Vous voulez partir à Punta Cana en République dominicaine avec toute la famille. Ça vous coûte 8 000 €. Et manque de peau, la chaudière elle pète. Ça vous coûte 8 000 €. C'est quoi votre choix? Punta Cana ou la chaudière? Et pour revenir à Verneuil, c'est quoi du coup que vous proposez? Moi, je propose d'avoir une gestion un peu plus rigoureuse et d'arrêter de demain on rase gratis. Voilà. Et c'est ce que je dis depuis 6 ans. C'est une gestion, mais catastrophique. C'est une gestion où vous ne passeriez pas 6 mois, même pas 3 mois, dans une entreprise. Pardon, je vais reformuler. Dans une PME, c'est ce que je connais le mieux. Vous passeriez pas 3 mois dans une PME. Je vais juste faire un petit rappel historique. Et d'ailleurs, je m'adresse à Madame Cosson, puisque j'ai assisté à cette commission. Madame Cosson avait dit, lors de la commission à laquelle j'ai assisté, malheureusement en visio, je n'étais pas en présentiel, enfin pas visio, mais bon, peu importe, en audio, elle avait dit, il va falloir qu'on soit rigoureux sur les dépenses. Waouh,
C'est la première fois que j'entends ça en 6 ans, monsieur le maire. Il va falloir qu'on soit rigoureux dans les dépenses. Moi, je vais vous dire comment fonctionne une collectivité. On fait un budget de dépenses, d'accord? On fait un budget de dépenses, et puis derrière, on dit, ah merde, comment on va faire pour équilibrer tout ça? Comment on va faire pour avoir quelque chose d'équilibré? Et derrière, on va gratter les fonds de tiroir, on va augmenter les impôts, on va augmenter les services. Pour info, les services ont augmenté de 80% sur la mandature. 1 million à 1,8 million. Les services, ce sont les services crèches, cantines, etc. Ça a augmenté de 80%. Alors c'est l'épaisseur du trait, hein. Enfin, on le voit pas. Alors forcément, les Vernoniens qui sont là ne voient pas ça. Nous, on le voit puisqu'on a accès à ces documents. Voilà. Mais à un moment donné, on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc c'est vrai que je l'avais dit, c'est une parenthèse, et j'espère que Madame Cosson, par la prise de parole qu'elle a eue la semaine dernière lors de la commission finances qu'elle a animée, ira au bout de sa démarche et sera un moteur au sein de la majorité pour effectivement essayer de faire en sorte d'agir sur les dépenses. Puisque pour rappel, et je le dis une fois de plus, cette majorité à laquelle j'ai assisté, j'ai même participé de manière éphémère, 14 mois seulement, peut-être que mes prises de parole vous expliquent pourquoi je l'ai passé que 14 ans dans cette majorité, le prédécesseur de Madame Cosson avait dit, lors d'un bureau municipal, avait dit de toute façon aujourd'hui, on n'a que 3 choix, c'est augmenter les impôts, augmenter les mutations immobilières, donc pour avoir les frais de notaire, ou augmenter le coût des services. Voilà. Et moi j'avais dit, il y a peut-être une 4e voie, monsieur, bon je tairai son nom, il n'est plus là, il faisait partie de la liste, il y a peut-être une 4e voie, il me dit oui, laquelle? Maîtriser les dépenses. Et là, c'est comme si j'avais dit un gros mot. Mais Monsieur Bachl, allez au fond de votre proposition. C'est toujours intéressant et je pense que les mais Vernoniens ont le droit de savoir. mais monsieur le maire, il fallait être suffisamment fédérateur pour me conserver dans votre majorité. Mais dans ce cas-là, si vous nous dites pas ce que vous vouliez, c'est quoi que vous vouliez fermer du coup comme service? C'est intéressant de savoir. Alors, je crois que vous avez. Alors, une fois de plus, vous ne m'avez pas très bien écouté ou vous êtes dans votre idée fixe, comme d'habitude, mais je suis habitué. Hein. Moi, je suis pas dans une idée fixe. Je dis, on met des projets au frigo. Mais monsieur, alors, une ville se gère pas comme une PME. Et pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur Dainville, plus justement, il y a une grosse différence entre investissement et fonctionnement dans une ville. Et les projets que vous voulez mettre au frigo, c'est de l'investissement, mais ce que monsieur Dainville pointait, c'est du fonctionnement. Donc ça n'a rien à voir. Donc la question c'est si le sujet qui vous alerte, c'est un sujet de fonctionnement, puisque c'est ça dont nous parlions depuis tout à l'heure. J'aimerais juste savoir, du coup, ce que vous proposez, c'est intéressant. Écoutez, alors parce que c'est pas des projets là, c'est vraiment du personnel, on parle. Très bien. Déjà, si on avait accès à des documents de manière plus transparente, c'est un peu facile. Ça fait 7 ans que. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non. Ok. Si on avait accès aux documents, moi j'ai demandé les grands livres, d'accord. Je les attends encore, parce que le grand livre, en fait, c'est l'ensemble de toutes les écritures comptables. C'est là où on regarde. Il fait combien de pages? Peu importe, on a eu le 2022, le 2023, on n'a pas eu le 24, on n'aura pas le 25. Ce sont des documents qui font des milliers de pages et que les services mettent des mois à constituer. Alors non, vous savez, quand vous avez un logiciel comptable, en général, le grand livre, vous appuyez sur un bouton, quand la compta elle est bouclée, vous appuyez sur un bouton. Monsieur le maire, je sais de quoi je parle, d'accord? Oui, on dirait pas forcément. Si, mais on fait pas les mettre pareils, on fait pas les trucs pareils, on fait pas la gestion pareille, vous me l'avez déjà dit un certain nombre de fois pendant 6 ans. Donc, moi, ce que je propose, et je vais abonder dans ce que disait monsieur Dainville, vous êtes toujours dans la comparaison avec les autres. Regardez, on n'est pas si mal. Alors oui, c'est vrai, au niveau de l'endettement, on est une ville très peu endettée par rapport à la strate. Maintenant, les documents de la DGFiP sont accessibles par tout le monde. La réalité des frais dans les frais de fonctionnement, les frais de personnel, c'est 64%. La strate, c'est 59%. Donc on peut se comparer aux autres en disant, mais une fois de plus, et c'est ce que j'avais déjà dit lors de la précédente mandature, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres que ça fait de nous quelqu'un de bon. Vous rentrez de l'école, vous avez 6 sur 20, vous dites c'est une sale note, et vous dites à votre père qui vous a foutu une baffe, non mais la moyenne est de 4. Il n'empêche que 6, ça reste une mauvaise note. Donc le benchmark, c'est pas le bon truc. Mais la réalité, c'est que les finances et la grande majorité des indicateurs de cette ville, lorsque l'on se compare par rapport aux villes de la strate, alors excusez-moi, juste une chose importante. Vous êtes d'accord ou pas? Juste un petit bémol près. Vous avez pas je pense que vous confondez strate et réalité. Parce que il faut pas comparer les villes de même strate. Il faut comparer les villes qui ont certes une même strate, mais adossées au même niveau de service. Et quand je dis au même niveau de service, c'est de manière intégrale. Prenez par exemple le Vésinet. Le Vésinet, il y a le même nombre d'habitants.
Mais est-ce que c'est comparable alors qu'ils n'ont pas les mêmes compétences puisqu'ils n'ont pas délégué les mêmes compétences à l'intercommunalité? Est-ce que c'est comparable lorsque vous avez, je crois, une trentaine de policiers municipaux au Vésinet puisque c'est leur priorité, c'est leur choix? Est-ce que c'est comparable lorsque nous, on a un cinéma et un théâtre municipal, chose que n'ont pas toutes les villes de la même strate? On ne peut pas comparer les strates, il faut comparer plus précisément la qualité de service. Alors après, si vous souhaitez réduire la qualité de service, c'est votre choix, c'est votre vision de la politique, et je tiens à vous acquiescer sur ce fait, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas la nôtre. Pour notre part, nous souhaitons avancer parce que nous souhaitons continuer d'investir sur l'avenir, et je préférerais toujours faire le pari de l'avenir, y compris financièrement parlant. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes de parole. Juste une micro-remarque, mais il y a quand même une réalité, c'est que l'épargne brute est à zéro, c'est relativement factuel. Et que là-dessus, on attend vos leviers, ça c'est clair. Donc c'est ça la question qui est posée, ça concernera le budget, et à ce stade-là, dans l'Europe, tel que vous le montrez aujourd'hui, on ne voit pas ça. Vous avez eu la chance d'être élu, c'est vous qui êtes en responsabilité, on attend donc vos propositions là-dessus, notamment parce que nous, on n'a pas le budget aujourd'hui, on n'a pas le détail des lignes. Donc là-dessus, ce sera compliqué de vous faire des contre-propositions pour vous faire un contre-budget. On l'aurait eu avant la campagne, on aurait pu le faire. Là, c'est compliqué. Donc présentez vos leviers, vous présentez un chiffre d'une épargne brute à zéro, c'est vous qui l'avez calculé par vos soins. Nous-mêmes, on est incapable de le calculer, donc c'est votre déclaratif. Donc présentez-nous vos chiffres et vos leviers, parce que la situation, elle est ce qu'elle est, elle a été décrite aujourd'hui, et aujourd'hui, on attend vos propositions. Alors déjà, puisque vous me parlez de chiffres, utilisez les bons, on les a projetés en plus, donc je reviens juste en arrière. Les charges de personnel sont de 59% et non pas d'autres chiffres que je viens d'entendre. Deuxièmement, oui, la rigueur existe, elle a toujours existé. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous allons prolonger, mais pour autant, je suis désolé, de là à vous entendre dire que c'est une chance qu'on soit élu, je tiens juste à vous préciser que c'est pas une question de chance, c'est une question de vision politique qui est d'investir pour notre ville. Et pour le coup, l'argent, ça sert pas à être au fin fond d'un coffre-fort, ça sert à être mis au bénéfice des Vernoliens. Et la fiscalité, de manière plus globale, sert à être mis au bénéfice des Vernoliens par du service. Et on l'assume. Je prends 2 secondes. Peut-être que vous qui prôné la démocratie participative, peut-être pas sur tous les sujets, mais peut-être que les Vernoliens préféreraient, si on les interrogeait, avoir un niveau de service réduit sur certains sujets, plutôt que de payer plus d'impôts dans 2 ans ou 3 ans, par exemple. Visiblement, suite aux élections, j'ai envie de vous dire non. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes de prise de parole. Oui. Pour bien comprendre, je suis trop loin là. Donc l'épargne brute, elle est à 1 136 000. 7. 1 187. 187. Bon, en fait, en question de méthode, puisqu'on démarre un nouveau mandat, je devais découvrir la commission finance que je n'ai pas découverte depuis 6 ans. J'aimerais bien qu'on nous file des documents corrects. Puisque moi, je vois 0 sur le document. BP 2026, 0. Donc effectivement, vous nous dites, ah bah non, c'est finalement, vous nous sortez les reports, très bien. Sur le document, il aurait été bien de rajouter une ligne en disant que l'épargne brute était certes à 0, mais avec les reports, ça fait tant. Voilà. Si, moi je pense qu'il faut que ce soit clair. Je suis désolé, oui, mais c'est pas clair. Je suis d'accord avec vous dans l'absolu. C'est pas clair. Quand on lit le document, c'est pas clair. Oui, mais c'est une question de sincérité budgétaire. Enfin, dans un document de présentation que vous n'avez pas présenté là, vous pouvez mettre une petite ligne supplémentaire. On peut trouver toutes les excuses du monde. Une ligne, ça coûte un petit peu d'encre. Moi, après, mon interrogation, puisque on l'a dit, ce ROB, il est effectivement très court. Donc vous dites c'est le début du mandat, très bien. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon. Moi, je m'interroge fortement sur comment vous allez financer tous vos investissements. Vous expliquez à Monsieur Bact, effectivement, la différence entre fonctionnement et investissement, la façon dont vous gérez la commune et donc vos dépenses de fonctionnement, elles imputent forcément vos dépenses d'investissement derrière. Et moi, je suis très interrogatif sur comment vous allez réussir à financer tout ce que vous avez certainement promis. On verra dans le temps. Avec 0 impôt d'augmenter. Bon, on aura l'occasion. Je suis curieux de voir ça. Vous savez, vous avez 7 ans pour le voir. Ça permettra comme ça de faire l'épreuve, comme on dit. Pour ce qui est du débat d'orientation budgétaire, je vous propose d'en rester là, d'en prendre acte et simplement de vous donner rendez-vous au vote du budget où là, pour le coup, on aura justement en complément le débat sur les projets, etc. Donc on va voter pour prendre acte, je crois que c'est comme ça. Donc qui est-ce qui s'oppose? S'abstient.
on prend acte. Ça ne veut pas dire grand-chose de voter pour prendre acte, mais il faut le faire formellement. Allez, on avait ensuite une délibération sur le renouvellement de la convention relative aux missions du service de la médecine du travail du Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne. Pour le coup, afin de répondre aux exigences réglementaires, notre commune s'appuie sur les services de la médecine du travail du CIG Grande Couronne, qui assure notamment les visites médicales, les actions de prévention, les conseils à l'employeur, ainsi que le suivi des situations individuelles particulières. Rien d'inhabituel, c'est la même délibération qu'on passe systématiquement. Il n'y a pas eu de demande de prise de parole, donc je vous propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient, s'oppose? J'en déduis que c'est adopté. Sujet suivant, effectivement, éducation. Donc, je vais vous présenter la réorganisation de la carte scolaire et la proposition de fermeture de l'école maternelle Joseph Cosma pour la rentrée 2026-2027. Donc, comme exposé, dans le cadre de l'évolution de la carte scolaire et au regard de la baisse des contenus des effectifs de plusieurs écoles maternelles sur la ville, et notamment Joseph Cosma, la commune de Verneuil-sur-Seine souhaite adapter l'organisation de son réseau scolaire à compter de la rentrée prochaine. Le secteur de l'école Cosma ne bénéficie pas d'une dynamique démographique évolutive et de nombreuses familles sont sectorisées sur ce secteur alors qu'elles n'habitent pas forcément le quartier. Donc pour maintenir plus longtemps cette activité sur cette structure nous paraît déraisonnable et cela risquerait de mettre aussi en danger l'ouverture de l'école maternelle d'Olto. Car cette fermeture pourrait être sur les années prochaines envisagée. Donc en effet, plusieurs écoles du territoire disposent d'un autre côté de capacité d'accueil. L'école d'Olto, l'école Jean Jaurès, l'école Olympe de Gouges et l'école Jacques Prévert. Donc la ville propose une réorganisation de sa carte scolaire visant à mieux répartir les élèves dans les écoles. Et cela permettrait d'optimiser les moyens et de garantir de bonnes conditions d'accueil et d'enseignement, évidemment. Dans ce cadre, il est proposé de procéder à la fermeture de l'école maternelle Cosma avec une réaffectation des élèves vers les autres écoles maternelles de la commune, accompagnée de l'ouverture de 3 classes supplémentaires afin d'assurer un équilibre des effectifs. Alors, je sais que lorsque nous avons fait une réunion avec Monsieur le maire pour présenter tout ceci aux parents de Cosma, bien évidemment, des chiffres étaient demandés, et ce qui est tout à fait normal. Donc, on vous a préparé quelques slides qui vous permet d'évaluer, comme nous l'avons fait avec l'éducation nationale, les chiffres réels. Donc éventuellement, si les parents élus délégués souhaitent ce PowerPoint, il n'y a aucun souci. On enverra aux parents, aux présidents des associations de parents d'élèves, tous les chiffres que je vous présente maintenant. Donc voilà, dans un premier temps, la première slide retrace un petit peu l'évolution des effectifs sur les écoles publiques de la ville entre 2016 et 2025-2026. Donc vous voyez le petit graphique de gauche concerne les maternelles et à droite ça concerne les élémentaires. On a vraiment repris tous les chiffres des élèves sur la totalité de la ville. Donc on arrive à une répartition de classes qui est chaque fois évoluée entre 20 et 22 classes sur les maternelles depuis 2016 et des ouvertures et des fermetures également entre 30 et 32 classes en général sur les élèves élémentaires. Concernant les effectifs prévisionnels de 2026-2027, on a prévu sur la ville pour l'instant un effectif de 1305 élèves, dont 510 enfants en maternelle, soit 22 classes. Donc si on fait juste une petite soustraction, on s'aperçoit qu'on a 32 enfants prévus en moins. Ce qui explique la proposition de l'Éducation nationale de fermer une classe, et notamment ils avaient proposé de fermer une classe à Jaurès. Ensuite, l'effectif prévisionnel au niveau élémentaire est aussi inférieur à ce qui était en 2025-2026, mais c'est pas flagrant et ça ne nécessitait pas de fermeture de classe. Donc on remarque une grande fluctuation des effectifs et une diminution de plus d'une classe au niveau des maternelles.
La slide suivante, effectivement, là, c'est vraiment défini par école. Et si on fait un petit peu voilà l'évolution, alors évidemment, quand on voit que ça augmente beaucoup, souvent c'est qu'il y a eu une création de classe. Quelquefois, quand ça descend drastiquement, c'est qu'on a fermé une classe. Donc c'est notre réaffectation sera aussi elle a aussi pour but de rendre les effectifs beaucoup plus fluides et qu'il n'y ait pas chaque année une fermeture ou une ouverture, parce que chaque fois, les familles, et pour recaser les enfants en fonction de leur secteur, c'est là aussi, on les change de secteur régulièrement selon les ouvertures et fermetures. Même si j'ai conscience que sur Cosma, on aura 3 classes à réaffecter. 2 classes en soi, puisque les enfants de petite section n'ont pas leur affectation. Par contre, il me manque une slide, là, vous êtes allé trop vite. J'ai une augmentation des effectifs. Ah, bon, c'est pas... il y avait une slide, bon, c'est pas grave, je vais vous juste la décrire, c'est pas grave. L'augmentation des effectifs vernoliens à l'école Notre-Dame les Oiseaux a aussi son importance. Donc bon, finalement, c'est pas projeté, mais c'est pas grave. Je vais vous donner un petit peu les chiffres. Par exemple, pour les écoles, les enfants scolarisés en maternelle, en 2016, on avait 80 enfants en maternelle. Actuellement, pour l'année 2025-2026, dont ce n'est pas encore l'effectif de la rentrée prochaine, on est déjà à 121 enfants. Donc on a déjà une progression aussi des enfants qui souvent arrivent sur la ville. C'est pour ça qu'on m'a posé la question, mais avec les nouvelles constructions, etc. Les enfants, principalement, on a fait des études de quartier. Les enfants qui arrivent sur la ville, souvent, ont l'intention de s'inscrire à Notre-Dame. Donc ils n'ont pas toujours une réponse positive, mais en tout cas, beaucoup d'enfants finissent à Notre-Dame. On n'a pas vu d'évolution de nos effectifs liés aux constructions. Sur les écoles élémentaires, alors là, c'est bien plus fort. En 2016, on avait 295 enfants à Notre-Dame. Actuellement, ils sont 350. Donc ça veut dire que voilà, le chiffre a son importance aussi dans notre réflexion. C'est que là, nous sommes en attente de la deuxième vague d'inscription et d'acceptation au niveau de Notre-Dame. Mais a priori, il y a peu de chances que le nombre d'enfants inscrits à Notre-Dame diminue. Voilà, et la dernière slide, effectivement, donnait un petit peu une analyse. Donc l'analyse de tous ces tableaux, c'est que on s'aperçoit que notre effectif est en baisse, surtout notamment là actuellement sur les maternelles. On a une tendance démographique de toute façon qui est stabilisée au niveau des naissances depuis 2020. Ça, on peut le voir aussi au niveau de la petite enfance, hein, c'est partout. L'effectif est en baisse et fragilise du coup les écoles, et nous avions 2 sujets, l'école Cosma et l'école Dolto. Et c'est pour ça que notre souhait d'adapter la sectorisation, c'est pour limiter les fermetures de classes qui seraient subies et non contrôlées. La variabilité des effectifs, on aimerait stabiliser le nombre de classes par école, de façon à ce que les équipes enseignantes soient plus équilibrées, avec des écoles maternelles de minimum 4 classes par école. Et de toute façon, on avait remarqué une mobilité importante des élèves, parce que pour, entre guillemets, rééquilibrer les écoles où il manquait d'enfants, Cosma et Dolto, certaines familles n'habitaient pas du tout le secteur. Il y a des familles qui habitaient le secteur qui étaient à côté de Cosma, mais en tout cas, la majorité, il y avait beaucoup de gens qui n'habitaient pas à côté de l'école. Donc, ils étaient déjà pas proches de leur école de secteur. Et le facteur à ne pas négliger, c'est le nombre en hausse d'élèves qui se tournent vers le privé et l'école Notre-Dame. Merci beaucoup. On avait 2 demandes de prise de parole. Monsieur Bacle, je vous laisse commencer. Oui, merci. Il y a un problème de méthode, une fois de plus, hein, c'est pas un scoop. Bon, ça risque d'être le running gag de tout ce mandat, mais c'est une fois de plus ce que vous aviez dit lors du discours, de votre discours d'installation. Vous avez dit texto, ça je parle pour les parents d'élèves, une campagne c'est un moment de vérité démocratique, un moment où s'expriment des convictions, des visions, des projets.
Bon, visiblement, ce projet n'avait pas été abordé pendant la campagne. Il a été abordé pendant ce que vous avez appelé une réunion de concertation qui avait été requalifiée par les parents d'élèves comme une réunion d'information. Donc je trouve ça un peu dommage. Moi-même qui ai été parent d'élèves, comme j'ai pu le dire lors du précédent conseil municipal, honnêtement, mes enfants étaient scolarisés à Prévert. Je pense que je serais vraiment monté au créneau s'il y avait eu un projet analogue. Mais je trouve ça d'autant plus dommage que finalement, vous disiez qu'effectivement une campagne, voilà, c'est un moment démocratique où s'expriment des convictions et des visions et des projets. Et visiblement, vous avez, si on parle de 69 élèves à considérer qu'ils étaient tous encore leurs parents, ça fait 138 parents qui ont découvert la douloureuse après que vous ayez été élu. Et alors bizarrement, je pense que d'ailleurs parmi ces parents, statistiquement, il y en a peut-être 52% qui ont voté pour vous au second tour. Donc je trouve que c'est un peu insultant finalement pour votre électorat et très déstabilisant pour les parents, bien entendu. Mais là, je vais reprendre vos termes parce que bon, vous avez beaucoup parlé lors de la réunion publique, ce qui est logique, mais très déstabilisant pour les enfants aussi. On est en train de parler d'enfants qui vont de 2 à 6 ans, d'accord. Et votre leitmotiv lors de vos nombreuses prises de parole, il y a une dizaine de jours, c'était on le fait dans l'intérêt des enfants. On le fait dans l'intérêt des enfants. C'est pour les enfants. Bon, faut déjà être parent pour savoir quel est l'intérêt des enfants en bas âge. Je pense. Il y a quelques personnes autour de nous qui l'ont pas. Bon, merci pour la discrimination. Je vous propose d'enchaîner. Non, mais je n'ai pas fini, monsieur le maire, parce que bon, attendez, je vais quand même poser mes questions. Mais vous savez, mes introductions sont relativement longues, mais il y a toujours une chute. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. N'oubliez pas que être maire, c'est aimer sa ville et ses habitants aussi. Hein. Donc ça, c'est pas de la discrimination, c'est vous qui l'avez dit. Donc moi, j'ai quelques questions par rapport au contenu de la délibération. Notamment la délibération, elle dit, voilà, considérant les échanges engagés avec les services de l'éducation nationale relatifs à l'évolution de la carte scolaire. Voilà. Ma question, elle est claire. Et alors, une fois de plus, je ne parle pas pour moi. Moi, je pense que il faut aussi que l'on se fasse le porte-voix des parents d'élèves. Donc, de quand datent ces échanges? C'est une question qui vous a été posée. De quand datent ces échanges avec l'éducation nationale? Ça, c'est une première question. Si vous voulez, je vous livre toutes mes questions en vrac, hein, Carole. Mais je peux répondre déjà à la première, en tout cas. Oui, mais j'en ai d'autres derrière. Mais bon, je sais que le temps de parole est limité à 5 minutes avec le nouveau. Ça ne sera pas compté sur ma réponse. Ça sera décompté. D'accord. Merci. Bon, les échanges, en tout cas, avec l'éducation nationale et les écoles concernées, et d'ailleurs toutes les écoles, c'est depuis, en tout cas, le début de mon mandat, puisque c'était ma délégation depuis le début. Et c'est une question que les directeurs se posent tous les 3 mois, parce qu'ils échangent les chiffres de leur effectif avec l'inspectrice et avec les services. Donc chaque fois, là, bien sûr que le directeur avait les chiffres, et d'ailleurs au mois de mars, il avait les chiffres, et il nous a posé la question. Et après, la réponse, on ne l'avait pas, mais effectivement, ils ont posé la question. Et ça, au conseil d'école, chaque conseil d'école, il y en a 3 par an, tous les parents élus ont accès à l'effectif de chaque classe et à la constitution des classes. Donc tout le monde le sait. Après, c'est la décision qui était pas facile à prendre, c'est tout. Mais les faits, tout le monde les connaît. Alors, merci Carole. J'ai une deuxième question, toujours dans cette délibération, donc qui est construite classique. Hein, il y a l'exposé, les considérant que, etc. Et à la fin, il y a confirme. Donc c'est le conseil municipal qui confirme que cette réorganisation, donc ouvrez bien vos oreilles, les vernoliens, venus nombreux, confirme que cette réorganisation permettra d'accueillir tous les enfants dans de bonnes conditions. Vous pouvez déjà le dire, vous pouvez déjà affirmer. Bah oui. D'accord. Écoutez, si, c'est légal, en fait. Non, mais c'est pas une question de légalité. Vous pouvez confirmer que des gamins de 3 ans, 4 ans, qui vont changer d'école, qui vont aller de la Côte-Narbonne jusqu'à Prévert, que je connais bien. Jusqu'à Prévert, faut peut-être pas exagérer. On réfléchit quand même. Attendez, excusez-moi, mais dans la délibération, vous parlez de Prévert. Mais on parle de Prévert pour des gens qui habiteraient aux Clairières ou à côté, ou ton voisin. Là, c'est peut-être des gens qui vont aller à Prévert. Les voisins, ils sont tous vieux. La carte scolaire, c'est sur la ville. Donc, forcément, la sectorisation des enfants qui sont dans ton quartier sera scolarisée à Prévert, et à l'exception et à la marge et avec discussion, si besoin, et c'est ce qu'on fait toujours.
D'accord. Et donc la dernière question, je limiterai mes questions à 3, monsieur le maire. Bon, maintenant je suis tout seul, hein, je suis un groupe à moi-même, donc 3 ça va déjà. En fait, c'est une question que j'avais posée lors du précédent conseil municipal du 3 avril, avant que effectivement les parents d'élèves n'arrivent. Et en fait, je reviens à la présentation que vous aviez faite. Et au déroulé de la présentation finalement, parce qu'il y avait une sorte de suite logique, à savoir c'était d'abord carte scolaire, ensuite vétusté du bâtiment, donc il fallait fermer l'école, etc. Et puis en toute fin de présentation, vous avez dit et oui effectivement pendant la campagne, un de nos éléments de campagne c'était l'ouverture d'une maison de quartier. Okay. Je vous avais posé la question, est-ce que finalement la vraie motivation, mais j'ai pas fini, j'ai vraiment une question à tiroir. Est-ce que la vraie motivation c'est pas cette maison de quartier? Et comme effectivement le patrimoine du bâti communal n'est pas extensible, finalement le dommage collatéral ne serait pas une école. Je dis bien une école. On aurait pu faire les mêmes choses pour Dolto, Prévert, etc. Hein, je vous le dis. Bon, maintenant c'est tombé sur Cosma. Ça c'est une question. Et d'ailleurs, je me souviens, monsieur le maire, vous aviez dit en toute fin d'exposé, avant le jeu de questions-réponses, vous aviez dit d'ailleurs cette maison de quartier, elle est demandée par les jeunes. J'étais encore hier avec une centaine de jeunes. Ils veulent pouvoir avoir cette maison de quartier pour se réunir, etc. Donc ma question revient à la question précédente. Vous étiez donc la veille de cette réunion publique. Je reprends vos termes, je pense que d'autres personnes étaient là, avec une centaine de jeunes qui réclamaient cette maison de quartier. Est-ce que il y a quelques mois, vous êtes allé rencontrer les 138 parents d'élèves de l'école Cosma? Voilà. Donc, est-ce que la vraie raison, c'est pas juste, comme je l'avais dit, un simple jeu de bonneteau qui fait que parce que vous aviez clairement dans votre programme ce projet de maison de quartier, pour favoriser des ados et des jeunes adultes, les dommages collatéraux ne se portent pas sur des jeunes et leurs parents, bien entendu. C'est juste une question, c'est une interrogation. Je n'ai aucune, je ne tire aucune ligne, monsieur le maire, comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup, madame No. Si ça fonctionne. C'est bon, ça marche? Voilà. Bon, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, c'est avec une petite émotion quand même que je prends la parole, parce que c'est la première fois en tant que nouvelle élue. Et puis parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque l'école, j'y ai consacré toute ma vie. Et que pour moi, ça a une importance énorme, ainsi que le bien-être des enfants, qu'ils étudient dans les meilleures conditions possibles. Ce projet de fermeture de l'école Cosma a suscité de nombreux débats, de nombreuses réactions au sein de notre commune, et pour cause, il est sorti juste après les élections, sans concertation, sans données claires jusqu'à présent, puisque les chiffres, je les découvre aujourd'hui. Certes, vous aviez abordé dans votre programme une réorganisation de la carte scolaire, mais on ne pouvait pas imaginer que vous aviez en tête de fermer une école, quand d'autres mères autour de nous se battent pour les laisser ouvertes. Selon nous, les motifs de fermeture restent flous. Des problèmes d'effectifs, mais aucune analyse globale à l'échelle de la ville n'a été partagée encore jusqu'à maintenant. Voilà, ça je le reconnais. Des besoins de futurs travaux, mais ils ne sont pas insurmontables. Et surtout un souhait de donner à ce bâtiment une nouvelle destination. D'ailleurs, ce projet d'installer le centre de loisirs Jean Zay à Cosma amène bon nombre de nouvelles interrogations pour les parents et les habitants. Nous regrettons profondément la méthode qui laissera de nombreux parents dans une situation compliquée pour la rentrée prochaine et de nombreux habitants perplexes quant à la transparence des décisions et à l'impact de ce changement sur les habitants. Nous aurions préféré une méthode de concertation plus claire et plus transparente, par exemple. Annoncer un travail sur la refonte de la carte scolaire, pouvant amener à une fermeture d'école et associer, dans le cadre d'une commission consultative votée par le conseil municipal, les fédérations, les élus de tous bords, les parents et le monde enseignant. C'est la proposition que nous faisons cet après-midi. Prendre le temps de la concertation pour une décision, mais pas avant la rentrée 2027. Si vous refusez, nous serons dans l'obligation de voter contre ce projet,
qui n'a pas été assez documenté d'éléments factuels. Si vous refusez, nous appelons chacun à prendre ses responsabilités, car chaque conseiller municipal vote en son nom, individuellement. Rappelons que le maire n'est que l'émanation du conseil qu'il a élu et qui valide ou non ses décisions. Ce soir, donc, vous êtes invités à valider ou non ce projet de fermeture de l'école maternelle Cosma. C'est vous, et vous seuls, chers collègues, qui avez le pouvoir de décision. Cela engage votre responsabilité d'élus devant les citoyens. Ainsi, et pour terminer, pour faciliter ce vote, nous serions favorables à un vote à bulletin secret que vous seuls, élus de la majorité, pouvez valider. Merci beaucoup Michel. Je voudrais juste commencer par une chose sur cette question. Pourquoi 2027, c'est non de notre côté? C'est non de notre côté parce que 2027, ça veut dire assumer, et il faut que tout le monde l'entende, assumer de perdre nos 3 enseignants et notamment le directeur de Cosma qui veut rester sur la ville. Il n'y aura plus de poste l'année prochaine puisque le poste qui est libre pour la direction, il est libre maintenant suite à un départ en retraite. S'il est remplacé par quelqu'un d'autre, nous perdons le directeur de Cosma. Et ce n'est ni son souhait, ni le nôtre. Donc je commence par là. C'est évidemment toujours difficile lorsqu'il s'agit de travailler sur une refonte qui a un impact comme celle d'une fermeture d'école. Mais pour autant, tout en partageant et comprenant l'émotion des parents, tout en comprenant également l'émotion plus globale lorsqu'il s'agit d'une action de ce type qui n'est pas facile. Et je ne vais pas dire qu'il n'y a que des décisions faciles lorsqu'on est élu, mais celle-ci n'en est pas une de décision facile. Je voudrais juste rappeler que décaler, c'est perdre nos enseignants, et pour le coup, ça aurait des impacts pour les enfants et pour notre organisation en tant que commune. La deuxième chose, j'ai entendu le sujet comme quoi c'était pas débattu lors de la campagne. Oui, on ne savait pas qu'on allait avoir une fermeture de classe et que par conséquent, on allait pouvoir faire ce glissement. Les documents, vous savez quoi? Nous, on a eu les appels de l'inspection le 25 mars, 3 jours après les élections. Mais pour faire sourire, le courrier officiel annonçant formellement les choses sur la fermeture de Jaurès et donc la possibilité du glissement, on l'a reçu en fin de semaine dernière. Donc tout ça pour vous dire que ce ne sont pas des choses qui étaient connues avant, sinon on en aurait débattu. Et je tiens à le préciser, il y aura d'autres choses sur les 7 prochaines années qui n'auront pas été débattues durant la campagne parce qu'il y a des problématiques, parfois positives, parfois négatives, parfois neutres, qui surgiront et d'une certaine manière, c'est comme ça que fonctionne une commune. Pour terminer, évidemment, il y a toujours une partie d'émotion qui est rationnelle et on comprend évidemment tout cela. Évidemment, on voit beaucoup de choses qui ont pu être dites, qui étaient fausses. Moi, je ne cherche pas à créer un espace dans le vacarme, notamment des réseaux sociaux. Je cherche simplement à remettre les choses au carré et à ne penser qu'à un seul fait, vraiment, oui, je l'assume, le bien-être des enfants. L'objectif n'est en aucun cas de faire des économies, mais vous savez quoi, monsieur Bacle? Techniquement, si ça avait été l'objectif, je pense qu'une réorganisation bâtimentaire, en plus, ça peut faire partie des choses qui pourraient entraîner des économies. C'était d'ailleurs pas simplement dans mon programme, c'était pas simplement dans le vôtre ou de celui de monsieur Dainville, c'était dans nos 3 programmes, puisqu'il s'agissait simplement de la reprise du livret vert des associations. Mais bref, l'idée n'est pas de faire des économies sur nos enfants, l'idée c'est de leur assurer le meilleur cadre, et cette refonte de la carte scolaire, je pense sincèrement, bien entendu, que c'est pas des décisions faciles, mais qu'elle est pour le bien de nos enfants, et c'est pour cela que je vous propose de le mettre au vote. Qui est-ce qui s'abstient ? Qui est-ce qui s'oppose? Je vous remercie. On n'a pas eu de questions sur les comptes rendus des décisions. Excusez-moi, juste techniquement, on aurait pu mettre au vote le vote à bulletin secret comme on l'avait proposé. Oui, mais vous savez que ça ne veut absolument rien dire puisqu'il faut un tiers et que je l'ai dit en tant que... Le tiers ne s'est pas exprimé, monsieur le maire. Vous ne pouvez pas préjuger qui se serait exprimé. Je comprends ce que vous voulez dire, on a voté. Mais juste pour vous rappeler que nous avions fait une demande qui était de proposer un vote à bulletin secret et que pour le tiers s'exprime, il fallait qu'il s'exprime. Mais c'est trop tard. Monsieur Dainville, est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent un vote à bulletin secret? Bah, allez-y. Mais... Voilà. Vous avez compris, vous n'avez pas le tiers, donc ça sert à rien de jouer avec les mathématiques. C'est pas comme ça la démocratie, monsieur le maire. Bah, excusez-moi, c'est comme ça que ça marche. Justement, c'est les résultats d'une élection et c'est ça la démocratie représentative. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur les décisions? Moi, j'ai juste une question, une remarque sur ce qui vient d'être dit.
C'est la dernière phrase imputable à votre discours que je citerai. Vous parliez du mode opératoire du prochain mandat et vous aviez dit texto, et nous le ferons surtout avec une méthode, celle du dialogue participatif et citoyen, celle de la co-construction avec les habitants. Eh ben, c'est mal barré. Avec les habitants, oui, mais avec une ligne claire qui est celle, justement, des habitants et non pas simplement de l'opposition. On a un programme que nous allons appliquer. Je suis désolé, sur les 7 prochaines années, vous allez découvrir qu'on va le porter, notre programme, qu'on l'assume pleinement. On n'a pas reçu de questions diverses. Et sur cela, je vous propose donc de mettre fin au conseil municipal, ce qui nous permettra d'être à l'heure au conseil communautaire. Je vous remercie.